Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello et bienvenue dans l'épisode 65 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Dans cet épisode, nous découvrons la seconde partie de l'interview de Laurie qui va nous parler de souffrance, stress au travail. Je crois que je ne te l'avais pas dit lors de l'épisode précédent, mais voilà, j'ai connu Laurie il y a maintenant 2 ans, je pense, ouais. Je pense que... en fait, je me rends compte que ça fait même bientôt 3 ans, le temps passe super vite, mince. Enfin bref, on partage le même engouement pour tout ce qui tourne autour du collectif, de l'intelligence collective. Je pense d'ailleurs que tu as dû t'en rendre compte si tu as écouté l'épisode précédent. Mais comme je te l'ai déjà dit, c'est pas ce sujet que Laurie est venue aborder aujourd'hui sur le podcast. C'est vraiment un autre sujet qui personnellement me tient à cœur, qui est tout ce qui tourne autour du stress et de la souffrance au travail. Sur ce, je n'en dis pas plus et je te laisse découvrir la seconde partie de cette interview. Et comme à son habitude, on se retrouve à la fin de cet épisode. Dis-moi Laurie, que souhaites-tu partager aujourd'hui avec les auditeurs et auditrices ? Alors, finalement, ça fait tout le petit fil rouge depuis le début de ce qu'on se raconte, la relation à soi, à l'autre, l'authenticité, voilà. En ce moment, ce qui me tient à cœur en ce moment, parce que je l'ai de plus en plus dans mes accompagnements, alors il y a ce contexte effectivement de Covid, de confinement qui fait qu'on est tous plus ou moins en télétravail. Et on parle de lassitude, de stress. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, voire de burn-out. Donc, ce mot ressort de plus en plus dans les articles, dans les études, puisque les gens à domicile font état en tout cas d'une santé psychologique qui peut être un petit peu plus fragile ou difficile, liée au manque de relations, liée au manque de repères aussi. Voilà. Mais au fond, plus largement, moi, quand j'étais en entreprise, au final, j'ai été confrontée à ça. Alors, moi, à titre personnel, j'ai pas été confrontée au burn-out, mais j'ai eu des collègues, des amis, du coup, qui étaient vraiment en souffrance au travail. Moi, j'ai eu des périodes peut-être de mal-être au travail, mais j'irai pas jusqu'à la souffrance, sincèrement, je crois pas, maintenant que je creuse un petit peu le sujet. Et je me suis toujours dit, et c'est ça que j'ai juste envie de partager, voilà. Je me suis toujours dit, c'est quand même fou que le boulot nous mette dans cet état-là. C'est quand même fou que le boulot empêche les gens de dormir, amène des gens à pleurer au travail, à être dans cette douleur en fait, vraiment dans cette douleur, dans cette souffrance. Et quelque part, je crois qu'au fond de moi, ça m'a un peu toujours révoltée. Alors, c'est pas contre les patrons, contre les entreprises, pas du tout. Je viens de ce monde-là et j'agis encore dans ce monde-là. Et honnêtement, j'ai rien contre les patrons et les entreprises, pas du tout. Mais je me dis, c'est fou que ce système, en fait, fragilise autant certaines personnes. Et je crois que là, il y a un truc qui n'était pas OK pour moi. Je me souviens d'une anecdote. J'avais une collègue qui était vraiment, on avait la même manager et elle, c'était une manager assez, qui mettait une sorte de pression. Et selon notre état de fragilité, peut-être aussi, ou la manière dont on reçoit les choses, on ne vivait pas tous de la même manière. Et cette personne, elle était vraiment sous une forte pression. Elle n'arrivait pas à se détacher, elle n'arrivait pas à dire non, à lui dire non, je ne pourrais pas tout faire, je ne pourrais pas faire tout ce que tu me demandes. Et je l'ai vue vraiment dans un état de souffrance qui m'a peinée, moi, qui m'a touchée, au point que je me souviens que j'avais été voir l'infirmière de l'entreprise pour dire, écoutez, il y a une personne dans mon service qui est vraiment, qui est en souffrance. Comment je peux agir ou comment vous pouvez agir, voilà. Et ce qui m'avait effectivement à l'époque aussi finalement touchée, c'est que quand on est en souffrance, c'est pour avoir été aussi dans des états parfois de stress au travail. C'est vrai que c'est pas des états qu'on a forcément envie de partager. On les partage avec nos collègues, amis. On ne va pas le partager avec sa RH. Et au fond, ou d'aller voir l'infirmière. Enfin, on se dit toujours non, mais On peut gérer. ouais, on peut gérer. Il y a pire. Et finalement, c'est ça. Les gens restent dans cet état
qui finalement s'accentue jusqu'à ou changer de poste, ou changer de manager, ou mieux vivre une situation, ou du coup pas du tout, et jusqu'à une situation vraiment de réelle souffrance qui ne leur permet plus de travailler. Et ce sujet-là, il m'a toujours interpellée. Il y a beaucoup de gens très bienveillants dans les entreprises, il y a beaucoup de managers bienveillants et parfois ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc il y a un manque d'écoute globale, mais ça dans notre société, je dirais qu'il y a un manque d'écoute globale, c'est un peu un syndrome de notre société. Et c'est là-dessus que voilà, moi j'étais un peu plus sensible ces derniers temps et aussi parce que dans mes accompagnements, au final, avec ce télétravail, qui s'est accentué, ce stress, lassitude, les gens qui n'arrivent plus à déconnecter, et qui ont en plus les enfants à gérer, ou d'autres situations, parfois les parents malades, voilà, plein d'autres choses. C'est un sujet là que j'ai eu envie vraiment d'apporter aujourd'hui et de le partager avec les auditeurs. Mmh. Et tu parlais, précédemment de systèmes justement qui Mmh. fragilisent les personnes. Qu'est-ce que tu entends par système? Je crois que le système de l'entreprise, parfois, peut fragiliser D'accord. les personnes. C'est ça que je mets derrière, ou un système de relationnel. Mais dans la relation ou dans le système, on est co-responsable de ça. Moi, je ne pense pas que ce soit que l'entreprise ou le manager qui est responsable d'une personne qui est en souffrance. Cette personne, elle en est responsable aussi. Il y a une co-responsabilité dans ce qui nous arrive tous quelque part. Donc, loin de moi l'idée de vouloir jeter la pierre sur ou des managers ou une entreprise ou voilà, mais globalement, il y a quand même, on réagit pas tous pareil, on a tous nos histoires, on a tous nos souffrances, on a tous nos plaies qui s'ouvrent, qui plus ou moins face à une situation. Et c'est en ça que je parle d'un système, mais c'est plutôt dans un sens de co-responsabilité au final. Parce que tu vois, quand tu regardes les définitions un peu du burn-out ou autre, finalement, burn-out étant un mot très utilisé parfois, où les gens disent: «Ah, je suis en burn-out», mais c'est quand même un stade très, très avancé où on est brûlé, qui ne permet Mmh. plus du tout d'avancer. Si on lit des livres là-dessus, c'est vraiment des gens qui ne peuvent plus avancer. Le corps ne répond plus. Mais c'est finalement des gens qui se sont, à un moment donné, surengagés. Alors, on peut se dire: «Oui, j'ai dû plus travailler parce qu'on m'a obligé». Quelque part, on ne nous oblige jamais à plus travailler, ou dans des rares cas, on ne va pas dire jamais, dans des rares cas de harcèlement ou de voilà. Mais ça reste des cas mineurs par rapport au fait qu'on se laisse emporter par, une volonté parfois, de trouver sa place, de reconnaissance, parfois une motivation. On adore ce qu'on fait, mais on ne voit plus comment mettre la limite. Donc c'est là où je parle de co-responsabilité. C'est vraiment, la phase de surengagement, c'est vraiment la phase où le temps passé à l'activité professionnelle prend le pas sur la vie personnelle, où on n'a plus le temps d'avoir des loisirs, on n'a plus le temps d'avoir de respiration. Et du coup, c'est là où il commence à y avoir un manque de sommeil, on est déconnecté de la réalité, et ça, c'est de la phase de surengagement, et c'est l'individu qui en est aussi co-responsable quelque part. Avant d'arriver à la phase, voilà, d'acharnement, où là, on est en phase où le stress devient chronique, et là, on a le sentiment d'être surmené, on n'a plus du tout de plaisir. Mais à la base, souvent, les burn-out, ça part de personnes qui ont un énorme plaisir au travail et qui donc se surengagent, qui n'arrivent plus à mettre de limites et qui, du coup, arrivent dans une phase vraiment d'épuisement. Mais justement, comment arriver à identifier cette limite? C'est-à-dire que effectivement, parce que quand tu as des personnes qui sont, engagées, qui ont envie de bien faire leur travail, Mmh. enfin voilà, parce que comme tu dis, qui sont passionnés et envie, je vais utiliser le mot de bien délivrer, de satisfaire le client, de satisfaire de manière générale, l'entreprise parce qu'ils ont les capacités, les compétences pour le faire et ils peuvent se retrouver effectivement à cette limite, Mmh. comme tu l'expliquais. Mais comment arriver à identifier cette limite éventuellement soi-même ou voir si on est face à un collègue ou une collègue où on a l'impression qu'elle est peut-être à la limite. Enfin voilà, comment tu l'identifies cette limite? Ouais, je crois que la seule manière, je crois qu'il n'y a pas forcément de baguette magique ou de recette magique pour ça, mais la ce que j'ai envie de proposer là à aux auditeurs, c'est de se dire, soyez vigilants sur les signes de votre corps. Alors je suis très mal placée pour en parler, j'allais dire, on est dans une société où les signes du corps, on les prend pas trop en compte, et moi, je pense que j'ai été la première à pas prendre en compte mon corps, quand j'étais en entreprise, et vraiment de me dire: «Bon, mon corps doit suivre, en fait, mon corps est une machine et il me suit, point».
Mais au final, le corps envoie des messages. Et les signes d'épuisement, ils arrivent d'abord dans les signaux corporels. Donc il y a quand même des signaux qui nous alertent, parce que notre corps, il répond pas du jour au lendemain, comme ça, brutalement. Il nous a envoyé des signaux avant qu'on n'a pas voulu écouter. Donc quelque part, prenez le temps, si vous vous sentez en tout cas en situation de stress, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps et à quel moment, et quelle est la fréquence de ça. Prenez le temps d'écouter au final les signaux qui arrivent. Un manque de sommeil, être réveillé en pleine nuit, systématiquement, en récurrence, hein, bien sûr, des signes de fatigue qui apparaissent et qui effectivement sont souvent ignorés, ce sont des signaux qui doivent alerter. Votre entourage qui vous dit aussi, bah tiens, je te sens quand même stressé, je te sens t'as pas beaucoup de patience en ce moment, je te sens énervé. On dit, oh non, non, c'est bon, ça va, j'ai du boulot. Enfin, souvent, on peut être amené à dire ça. Ouais, mais si c'est en récurrence, ça doit vous alerter. C'est vraiment de ne pas se mettre un masque en fait sur ce qui arrive, de ne pas se dire, tiens, oui, oh, ben, c'est comme ça, et puis de toute façon, j'ai pas le choix. Là, je reviens à ce que je disais au début, on a toujours le choix. Je crois que vraiment les premiers signes de votre entourage ou de vous-même dans votre corps, ça doit être des premiers points d'alerte. Pour répondre à ta deuxième partie qui était, si on voit qu'un collègue est comme ça, je crois qu'avec beaucoup de bienveillance, aller l'interroger sur comment il se sent en ce moment. Est-ce qu'il est partagé aussi qu'on puisse sentir qu'en ce moment on le sent un petit peu plus stressé, mais avec beaucoup d'humilité, avec un discours utilisé avec je sens en ce moment que tu me sembles stressé, ou qu'il peut y avoir chez toi des signaux. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que on peut se tromper aussi dans ce qu'on projette sur l'autre. Donc voilà, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'acceptation, mais peut-être d'ouvrir la parole, d'ouvrir le dialogue. C'est souvent des personnes qui sont dans une volonté de performance, de perfection aussi, et qui prennent pas le temps de s'écouter. Donc aller ouvrir la porte à du questionnement, qui sera peut-être pas immédiat, mais qui permettra peut-être à la personne voilà, de se poser les questions à elle-même dans un deuxième temps. Voilà ce que j'aurais envie de proposer. Oui, parce que moi, j'ai été face notamment à je voyais des collègues, en tout cas, qui étaient en situation de stress. Alors après, je ne peux pas identifier si c'était à la limite du burn-out ou pas, mais en tout cas, ces personnes étaient... je percevais ce stress. Et moi, je me souviens effectivement, quand je leur ai posé la question, tu vois, souvent, ce qui a remonté, c'était oui, mais c'est ce qu'on me demande de faire. Oui, mais je dois, en gros, respecter. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, je dois être performant, je dois délivrer, je dois arriver à mes objectifs. Et ces personnes, effectivement, j'avais l'impression, en tout cas, qu'elles le faisaient parce qu'elles pensaient que c'était ce qu'on attendait d'elles, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, très bien. C'est souvent, enfin, les profils des personnes en épuisement, c'est effectivement souvent ce type de personnes qui pensent que c'est ce qu'on attend d'elles, ou qui cherchent ça, qui cherchent peut-être aussi une reconnaissance, mais c'est très difficile dans un premier rapport, en tout cas, d'aller questionner ça, d'aller dire, bah non, c'est pas forcément ce qu'on attend de toi, parce que de toute façon, elles sont convaincues de ça. Mais peut-être de dire, simplement d'être sur du ressenti, mais comment tu le vis, comment tu le sens, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, est-ce que tu dors bien, de les ramener à leur rapport à la vie aujourd'hui, c'est déjà peut-être un premier pas de prise de conscience pour elles. Maintenant, je dois, j'ai pas le choix, ça c'est des choses, voilà, c'est des croyances, on peut aller chercher aussi, même si parfois, attention, je dis pas, il peut y avoir des situations où le manager ne laisse pas le choix, attention, je ne dis pas que les personnes sont totalement responsables, encore une fois, il y a une co-responsabilité, mais à quel moment j'arrive à dire à mon manager, en fait, là, c'est pas possible. Et ça, le savoir dire non à son manager, moi, en entreprise, j'ai connu énormément de situations et de nombreuses personnes n'en étaient pas capables de le faire, de le dire. C'était trop difficile. Pour elles, c'était ou un acte de faiblesse, ou elles ne se l'autorisaient pas, ou voilà. Et pourtant, tant qu'on ne dit pas non, c'est vrai, le manager, il ne peut pas non plus, c'est pas un surhomme, tant qu'on ne lui dit pas les choses, il ne peut pas comprendre que c'est trop. Donc, il y a aussi cette prise de conscience des deux côtés. Et si tu essaies d'en parler à ton manager et qu'il ne t'entend pas
Alors déjà, j'aimerais bien savoir s'il y a beaucoup de gens qui en parlent à leur manager. Et pour moi, c'était la première barrière en tout cas dans mon expérience professionnelle, quand j'en parlais aux gens, aux 2 personnes dont je parlais avant, hein, puisque j'étais pas dans des positions qui me le permettaient, mais d'aller le dire au manager, c'était déjà un vrai travail. Les gens se l'autorisaient pas. Euh, et souvent, alors moi qui ai connu ça et qui ai connu le fait de le dire à mon manager, euh, j'ai pas connu de manager, moi, à mon échelle, qui m'ont dit en fait, j'en ai rien à faire, hein, tu vas le faire quand même. Je dis pas qu'il y en a pas, je pense que quand même c'est une minorité. Tu vois, faut pas non plus. Souvent, les managers, quand on leur dit non, mais juste avec assertivité, donc, affirmer ce qui est pour soi ok ou pas ok, en respect d'autrui. Ça, l'assertivité, c'est pas je vais aller lui en coller une ou je m'affirme à son détriment. C'est vraiment, je te dis que pour moi, c'est pas ok à ce moment-là, pour telle et telle raison, et je te propose ça en contrepartie. Quand même, dans 80% des cas, ça marche, hein, l'assertivité. Le problème, c'est que les gens, globalement, et en entreprise, on a peur de ça, et c'est tout à fait juste, puisque, on ne nous l'a pas appris, et deux, bon, c'est quand même délicat, on a peur pour sa carrière, on a peur de l'image que l'on renvoie, c'est des vraies peurs hein, qui existent dans les entreprises, je les ai vécues, c'est une réalité. Mais sauf qu'à un moment donné, quand on ne va pas se protéger soi, personne ne le fera pour soi. Déjà, je pense que le premier levier, c'est de savoir dire à son manager que c'est pas OK. Et ça moi, dans les situations professionnelles que j'ai vécues ou dans mes accompagnements, c'est presque finalement la majorité des cas où on n'ose pas dire à son manager parce qu'on a peur de l'image que ça peut renvoyer, voilà, j'arrive pas à gérer mon temps, mon travail ou X raison, parce que c'est pas évident d'aller parler à son manager et parce qu'on nous a pas forcément appris à le dire avec assertivité, c'est-à-dire d'affirmer en authenticité hein, ce qui est OK ou pas OK pour soi, dans le respect d'autrui et dans le respect que le manager peut acter ou pas acter, être d'accord ou pas d'accord, faire une proposition, qu'il fasse une contre-proposition. C'est pas imposer quelque chose à l'autre, l'assertivité. Et finalement, ça demande quand même, c'est un peu stressant, ça demande un peu de réflexion et de lever certaines barrières ou certaines croyances pour aller dire, bah non, c'est pas ok pour moi ça et j'aimerais bien qu'on fasse différemment ou je te propose ça. Mais ça, pour moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment la première barrière dans 80% des cas hein, que moi je connais à mon niveau. Évidemment, il y a toujours des managers qui ne seront pas à l'écoute. Je pense que ça reste une minorité, mais il y en a. Je veux pas, évidemment, ça existe. Et je crois que là, quand on fait face à un manager à qui on a essayé de dire les choses, mais qui n'est pas en capacité d'écouter, bah jusqu'à quel point nous on est prêt à accepter cette situation et jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur notre vie. Et soit on accepte la situation, soit on se dit, ben, c'est quoi mon next step si mon manager ne m'entend pas. Je crois que la RH peut être un très bon support dans les entreprises aussi à ce sujet-là, surtout en ce moment où en tout cas de toute façon il y a quand même des politiques RH qui doivent absolument être dans la prévention des risques psychosociaux, donc c'est quand même encore il y a 10 ans peut-être une thématique qui n'était peut-être pas très à l'écoute ou très, très au cœur des préoccupations mais qui l'est aujourd'hui. Euh, donc je crois voilà parler à d'autres personnes, parler à ses collègues, voilà, mais ne pas rester isolé dans une situation me semble clé. Oui, donc en fait, c'est si on a l'impression d'être dans une situation, on va dire, extrêmement stressante, peut-être trop de boulot, ou on nous en demande trop, ou notre vie privée, notre vie pro commence justement à être en déséquilibre. Parce que en fait, ce que tu conseilles, c'est de pas rester isolé, en fait. C'est d'en parler, d'en parler peut-être à ses collègues, d'en parler à ses managers, comme tu l'expliquais, en essayant d'être assertif et voir si notre manager n'entend pas, c'est d'essayer d'en parler aux ressources humaines Mmh. qui peuvent éventuellement nous aider, mais Mmh. en tout cas d'en parler à Oui. quelqu'un, ne serait-ce qu'à nos collègues peut-être, Oui. c'est ce que je comprends de ce que tu dis. Après, j'ai pas de recette magique, hein, c'est que ma vision des choses Oui, sur, après voilà, mais c'est des idées, des c'est des conseils qu'on ouais, partage, se faire accompagner, que ce soit, en coaching, en psy, peu importe, mais d'arriver à se dire, moi je crois que vraiment la clé c'est de parler, de poser les choses, de communiquer auprès de son manager. Je crois vraiment que ça c'est la clé. Alors parfois on va me dire: «C'est possible, c'est pas possible, oui mais je sais pas faire, oui mais j'ai peur». OK, tout mais tout ça, ça se travaille. Je veux dire on peut
Après, si on a un manager particulièrement, effectivement, je crois que c'est une minorité des cas, mais néanmoins pas du tout à l'écoute ou très, oui, effectivement. Là, ne pas rester dans cette situation. À partir du moment où on sent que c'est pas OK pour soi, j'invite les gens effectivement à être vigilants parce que ça peut aller vite, pas pour arriver au burn-out, mais ça peut aller vite pour être dans une fatigue. Cette fatigue qui s'installe et ce stress qui s'installe et du coup on devient aigri, on n'est pas content, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, voilà. Et ça engendre après des comportements qui ont des répercussions évidemment sur nos autres vies, qui ne sont pas que Oui, professionnelles. tout à fait. Mmh. Oui, oui, je suis d'accord. Je considère qu'on a une vie Mmh. et c'est l'équilibre de vie sur lequel on doit travailler. Et après, il y a plusieurs domaines de vie, donc notamment le travail, qui prend pour la plupart des personnes une grande place. Et que c'est vrai qu'à partir du moment où ce domaine-là est en déséquilibre, et il va impacter les autres en fait. Mmh. On peut pas, enfin, après, ça c'est mon point de vue, mais je pense qu'on peut pas compartimenter les choses. Et si on se sent pas bien au travail, si on est fatigué, si on ressent un fort stress, ça va malheureusement se ressentir et se répercuter sur les autres domaines de notre vie. Mmh. Totalement. On n'est quand même qu'une personne, hein, Oui, on n'est je pas suis d'accord. plusieurs personnes, Mmh. on n'est qu'une On peut pas se personne. dédoublonner, on n'a pas plusieurs Non. personnalités, même si, avant, c'est ce qu'on essayait de nous faire croire et essayer de nous faire agir tel quel. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Mmh. On est qui on est, on est un être, une seule personne. Totalement alignée avec toi, Mmh. ouais. Mmh. Mmh. Dis-moi, est-ce que tu aurais éventuellement d'autres conseils de personnes qui pourraient se sentir dans des situations de fatigue, de stress, de questionnement, oui, c'est justement par rapport, à leur vie professionnelle? Hem, non, je dis être à l'écoute, voilà, des signaux faibles. On va appeler des signaux faibles, être à l'écoute de ce que l'entourage vous dit, même si on n'a pas envie parfois, mais je pense que ça, c'est vraiment un point, être à l'écoute de soi, de son corps et de ce que l'entourage nous renvoie, pour identifier ce qui dysfonctionne. Hem, Se poser la question de qu'est-ce qui est sous notre contrôle. On en revient à la phrase du début. Ça, c'est aussi quelque chose qui est clé dans la situation, qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas le choix, mais sur quoi vous avez le choix. Voilà, quelle est la partie de la situation où vous pouvez quand même agir. Il y en a toujours une. On ne peut pas toujours dire c'est la faute de l'autre, c'est mon travail, c'est comme ça, il faut qu'on me demande. Oui, il y en a, il y a des parties, mais pas surtout. Il y a forcément un endroit, et je vous invite à l'identifier, du coup, j'invite les auditeurs à l'identifier. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? À quel moment je peux peut-être être moins perfectionniste? À quel moment, là, je passe beaucoup de temps et j'ai peut-être pas besoin d'en passer autant? Voilà. D'arriver aussi à identifier sur quoi je passe du temps, prendre conscience de ça. Et ça me paraît être un point, une question intéressante aussi à se poser quand on est dans cette phase de stress ou de détresse, hein, par rapport au travail. Et puis se faire aider, voilà, ne pas s'isoler en tout cas. Voilà. En parler, partager comment je me sens, voilà. On a toujours. Alors les autres vont principalement donner des conseils qui vont parfois être applicables, parfois non. Ça reste des conseils des autres, de leur vision de la chose. Et rappelez que vous êtes expert de la situation et que c'est vous qui choisissez ce que vous devez mettre en place et vous savez mieux que quiconque ce que vous devez mettre en place. Donc faites-vous confiance. Si on a une intuition à un moment donné, moi j'invite vraiment les gens à suivre leur intuition, quoi. On a tous, et ça c'est vraiment une conviction, je refais le pont avec ce que tu m'as posé comme question, Wefa, sur finalement ma contribution, mais on a tous, et vous avez tous et toutes, des talents et des ressources. Vous pouvez tous agir sur une situation à un certain niveau. Et je vous invite à vous reconnecter à ça, à avoir confiance en vous, à avoir confiance sur une intuition que vous avez et aller au bout de ça. Se faire confiance. Mmh. Mmh. Dis-moi, est-ce que tu aurais éventuellement un exercice que tu voudrais proposer aux auditeurs sur cette thématique? Les exercices, enfin des petites choses que je peux proposer aux auditeurs, ça peut dépendre un petit peu de leur situation, mais finalement, dans tout ce que je vous raconte, là, dans tout ce que je dis, c'est faire pause, faire pause et être à l'écoute. Donc du coup, ce qu'on peut faire comme petit exercice, si on se sent par exemple débordé, on a trop de boulot, on n'arrive plus, c'est déjà de se dire, de noter une journée type, tiens, combien de temps je passe sur telle chose?
Combien de temps, combien de fois j'ouvre ma boîte email, combien de fois mon téléphone, il est ouvert à côté de moi, combien de fois pour arriver à identifier déjà est-ce que c'est une réalité, de combien d'heures j'y passe et puis peut-être de pouvoir voir sur, ah bah tiens, je pensais pas que je passais autant de temps sur tel projet ou je pensais pas que je passais autant de temps sur mes mails ou je pensais pas que je passais autant de temps à répondre au téléphone, tiens. Parce que là, encore une fois, je pense qu'il y a des moyens d'agir. Donc déjà identifier, noter. Noter pour prendre conscience. Et le deuxième exercice que je proposerais, c'est de noter comment on se sent. Comment on se sent. Alors parfois on peut le faire en fin de journée, mais quand aussi dans la journée on se sent stressé, de noter sur un petit cahier, je me sens stressé pour telle et telle raison. Et c'est que pour vous en fait ça, hein. Donc c'est que pour les auditeurs. C'est pour soi qu'on l'écrit. Mais de l'écrire, ça permet de le décharger. Donc j'aurais envie d'inviter à écrire. Écrire ça peut permettre d'identifier, de faire pause, de prendre un peu de recul sur la situation. Je te remercie. Moi, de toute façon, effectivement, je suis d'accord avec toi. L'écriture, je trouve, est un bon moyen pour prendre du temps pour soi et, comme tu dis, pour faire pause. Et parfois, ça nous permet de prendre du recul, en fait. Mmh. Parce que c'est écrit, on le voit. C'est pas dans notre tête. Exactement. C'est écrit, on le voit et on le pose. On le sort de notre tête aussi. C'est pas dans notre tête. On en prend conscience et on le sort de notre tête. Et il y a ce cheminement. Oui, et puis ça permet aussi d'avoir du temps pour soi, ne serait-ce que d'écrire. Oui. Parce qu'il faut se poser, il faut se prendre le temps de le faire. Et rien que ça te permet vraiment d'avoir du temps pour soi. Et ça, c'est sous votre contrôle. C'est vrai. En tout cas, je te remercie, Laurie, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui sur ce sujet qui, moi aussi, me touche, hein, la souffrance au travail, en tout cas. Je ne sais pas si je peux aller jusqu'au burn-out, mais en tout cas, voilà, tout ce qui tourne autour de la souffrance, du stress, de la fatigue au travail, c'est quelque chose que je trouve effectivement qui est important. Et comme tu le disais, qu'un système soit capable, en fait, de mettre de rendre des personnes malades, c'est quelque chose aussi sur lequel que je ne peux pas accepter. Et donc, pour terminer cet épisode, je te laisse le mot de la fin. J'aurais envie de partager que la vie est trop belle et trop courte, finalement, pour souffrir. Bien sûr, on va tous vivre des moments de souffrance, au travail ou autre, d'ailleurs. C'est les aléas de la vie, de toute façon. On ne peut que se dire que ce qui arrive est juste et faire avec, mais toujours garder dans un coin de sa tête qu'on a des talents et des ressources pour y faire face et qu'on peut agir. Et donc, j'ai envie de dire, faisons-nous confiance, faites-vous confiance. Vous pouvez changer des choses à votre niveau, à votre échelle, et croyez en vous. Croyez en vous. J'aime bien ce dernier mot de la fin. Je te remercie. Merci à toi, Wefa. Et voilà, et c'est la fin de cette interview. J'espère que tu as apprécié cet échange sur tout ce qui tourne autour de la souffrance et du stress au travail. Alors oui, Laurie et moi, on n'est pas forcément des expertes sur le sujet, mais c'était une thématique, c'était un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, et qu'on voulait justement aborder, échanger, discuter pour essayer de te donner des idées, des clés, si jamais tu te retrouves dans cette situation. Je pense vraiment ce qu'il faut retenir, c'est d'essayer de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul, de pouvoir s'entourer auprès de proches, voire d'experts professionnels dans le domaine de la souffrance au travail, mais surtout, ne garde pas ça pour toi parce que ça va vraiment agir sur toi, sur ta santé, que ce soit physique, mentale, émotionnelle. Et comme je le dis et le redis, on n'a vraiment qu'une vie et il faut en prendre soin. Donc si jamais tu as l'impression de vivre une situation ultra stressante au travail, voire à la limite de la souffrance, de l'épuisement professionnel, n'hésite pas à en discuter, à contacter quelqu'un. Ne reste pas seul, c'est vraiment important de prendre soin de soi. Et sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.